Bonjour et bienvenue à la capsule numéro 4, technique d'expérimentation pour le démarrage. Dans la série, comment valider son modèle d'affaires qui vous est offerte par le Cercle Lean Startup de Montréal. Alors d'abord, regardons les différentes techniques d'expérimentation en fonction de leurs objectifs. Elles vont être regroupées selon qu'il s'agisse que l'objectif soit de la découverte, c'est un peu la phase de validation de notre startup, de développement, lorsqu'on est en train de développer le produit principalement, et ou s'il s'agit d'un objectif de stratégie, c'est-à-dire essayer de voir si les autres cases, autres que produit et marché, fonctionnent dans notre environnement. Donc, regardons, pour cette capsule, nous allons principalement regarder toutes les techniques qui ont attrait à la découverte, donc dans votre phase de validation. On va regarder 3 techniques, entre autres, l'entrevue exploratoire, l'observation et l'entrevue d'interprétation, de même que la mise en situation, qui est une sous-technique de l'observation et de l'entrevue. Dans le cas de phase de développement de produits, on va regarder différentes techniques qu'on ne regardera pas dans cette capsule-ci, mais qu'on pourrait vous informer. Il y a des ressources à la fin de la capsule où vous pourrez regarder pour voir ces différentes techniques. En plus de toutes les techniques de découverte mentionnées ci-dessus, on peut avoir les tests A/B qui sont faits surtout sur les pages web, des panels d'experts, des journées typiques, des scénarios illustrés, du shadowing, c'est-à-dire qu'on suit une personne et on prend en note ses comportements. Quand l'objectif est plus la stratégie, alors on va à ce moment-là vraiment privilégier les entrevues d'experts pour comprendre si notre propre stratégie elle est valide. Également, des observations suite à un retrait ou à l'introduction d'un stimulus. Donc, faire les choses d'une façon, regarder comment elles fonctionnent, comment elles se déroulent, et retirer un stimulus et revoir encore si ça fonctionne mieux avec votre modèle d'affaires, de même que les autres techniques, certaines autres techniques comme les tests A/B. Donc, des techniques pour une première expérience seraient l'entrevue exploratoire. Et cette entrevue-là, elle peut être accompagnée d'observations et de l'interprétation, de la mise en situation, mais idéalement, une première technique pour une première validation devrait être faite via l'entrevue exploratoire et cette entrevue-là devrait être nécessairement faite face à face. Pourquoi face à face et non pas en différé avec des sondages, des questionnaires, des choses comme ça? Parce que tout le langage corporel et l'interaction parfois avec l'environnement donne énormément d'informations. En plus, les réponses que vous allez obtenir vont différer et seront plus riches si vous les faites en face à face que si vous les faites avec des questionnaires en ligne ou des questionnaires sans présence. Idéalement, on va faire ça dans l'environnement de la répondante. C'est très difficile, honnêtement, de faire ça dans leur propre environnement. Alors, on va chercher des environnements autres que celui de répondant qu'on va regarder. Mais idéalement, si on est capable de le faire dans l'environnement, surtout un environnement qui serait similaire à celui où le produit ou le service serait utilisé par le ou la répondante. Donc, si on parle d'entrevue exploratoire. Et aussi, je veux bien spécifier ici qu'il s'agit de cas de consommateurs lorsque nos clients sont consommateurs et non des entreprises. Les entrevues avec des entreprises se font différemment et on va le voir probablement avec des entrevues à l'extérieur de cette série de capsules. Donc, l'entrevue exploratoire, je dis avec des particuliers, au niveau de la planification de cette entrevue-là. Comment on doit faire? D'abord, il faut établir le profil de répondante que l'on recherche à interviewer. Il faut trouver ces répondantes-là, et savoir où les trouver. On va voir où on va conduire les entrevues. Donc, l'environnement, idéalement, doit être familier, il doit être calme, sécuritaire. Quand on dit sécuritaire, bien entendu, physique, un environnement physiquement sécuritaire, également psychologiquement sécuritaire. Ensuite de ça, on doit voir est-ce qu'on doit prendre des rendez-vous ou non. Est-ce que si on prend des rendez-vous, c'est idéal parce qu'on va avoir beaucoup plus la concentration ou l'attention de nos répondants. Sinon, ça peut être des gens qu'on interpelle sur la rue ou dans un commerce ou près d'un commerce.
Ensuite de ça, il faut passer à avoir au moins 2 personnes minimalement pour conduire les entrevues. Ou sinon, être capable d'enregistrer les entrevues, puis idéalement même faire une vidéo de l'entrevue pour avoir tout ce qui est le langage corporel. Pourquoi 2 personnes? Parce que ça prend une personne pour poser des questions et une autre personne pour observer les répondants. Parce que la partie de langage corporel est extrêmement importante. Et de plus, lorsqu'on est occupé à poser des questions, on va manquer des nuances dans les réponses très souvent. Ensuite de ça, il faut regarder quels équipements seront requis. Donc, regarder pour la prise de notes rapide pendant et après l'entrevue. Et aussi, parce que la technologie étant ce qu'elle est, si vous faites ça tout sur du numérique, ce qui est parfait, il faut quand même avoir un backup de papier parce que les technologies ne fonctionnent pas parfois et on ne veut pas complètement ruiner notre prise de notes ou notre entrevue à cause de l'équipement technologique. Donc, assurez-vous d'avoir un backup qui est non numérique, non technologique lorsque vous faites vos entrevues. Notre guide d'entrevue. Le guide d'entrevue sert à élaborer les questions et toute autre information qu'on a besoin pendant l'entrevue pour l'intervieweur. Donc, il doit contenir nos objectifs d'expérimentation, ce qui est très important parce que souvent, ça va guider des questions qui ne seront pas nécessairement dans le guide, mais qu'on va poser de toute façon pour approfondir une réponse. Il faut bien entendu savoir quelle est l'hypothèse à valider parce qu'il faut s'assurer d'obtenir les informations pour être capable de valider notre hypothèse. Les questions, bien entendu. Est-ce que la question, on se pose, lorsqu'on met nos questions dans le guide d'entrevue, on se pose la question, est-ce que cette question, elle est essentielle à atteindre notre objectif de valider notre hypothèse ou atteindre nos objectifs d'expérimentation? Si la réponse est non, alors retirez la question. Les remarques pour guider l'intervieweur, parfois il y a des pièges à éviter, il y a des façons de faire s'assurer, donner des petites notes, de s'assurer que le langage corporel de l'intervieweur n'interfère pas avec les réponses et ainsi de suite. Donc, s'il y a des remarques, on va indiquer ça dans l'entrevue, dans le guide d'entrevue. Un moyen aussi pour l'intervieweur de noter des commentaires pour améliorer le processus. Donc, parfois, lors de premières entrevues, on pose certaines questions, on voit les réactions et on s'aperçoit que la question était peut-être pas très bien posée, et ainsi de suite. Donc, dans le guide, l'intervieweur peut faire des petites notes très rapidement pour indiquer cette question-là devrait être reformulée parce qu'on risque d'avoir des réponses biaisées ou difficilement interprétables avec ce type de questions-là. L'autre chose, comme je viens de le mentionner, on fait que le numérique, ça prend un backup papier, je vous le répète. Les gens pensent non, ça va tout fonctionner, c'est vraiment une mauvaise chance si ça ne fonctionne pas. C'est toujours comme ça ne fonctionne pas quand on a besoin que ça fonctionne. Alors, assurez-vous d'avoir un backup papier pour faire l'enregistrement des réponses et de votre guide également. Les types de questions. Il y a 2 types de questions. Des questions fermées, c'est-à-dire qu'on pose une question avec des réponses où la réponse est oui, non, A, B, C, D comme réponse, ou des questions ouvertes, où l'interviewé va expliquer, donner des justifications. On veut toujours, surtout dans nos entrevues, favoriser de loin, avoir une grande majorité, sinon une totalité, de questions ouvertes. Parce qu'on est en mode exploratoire, on est en mode découverte. Donc, on veut aussi apprendre ce qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas. Donc, toujours favoriser les questions ouvertes. Il y a aussi beaucoup de types de biais qu'on peut introduire dans nos questions. Alors ça, c'est une science, la cueillette de données primaires. Je vous résume quelques types de biais, mais je vous suggère fortement de regarder les ressources que l'on a et même d'autres ressources pour comprendre comment on pose des questions en entrevue. Donc, il y a des biais de formulation. Un exemple, les repas nutritifs offerts par votre employeur sont-ils trop chers? Déjà là, trop cher fait en sorte que les gens ont une attente de dire oui, oui, c'est trop cher. Alors, le mot trop, les qualificatifs, il faut faire très attention quand on met des qualificatifs dans nos formulations de questions. Souvent, ils vont biaiser les réponses parce que c'est plus facile de dire oui, c'est trop cher que si la question était formulée autrement, de réfléchir vraiment, est-ce qu'ils sont vraiment une bonne valeur pour la quantité offerte. L'ordre des questions est aussi important parce que parfois, en posant une première question, ça va forcer les répondants à répondre d'une certaine façon
par la suite. Donc, préférez-vous un repas nutritif pour le lunch? Les gens vont dire, ah ben sûr, parce que la vertu, hein, on s'entend, personne ne veut manger de la nourriture qui n'est pas nutritive. Mais l'autre chose, c'est qu'ensuite, on pose la question, les repas nutritifs offerts par votre employeur sont-ils trop chers? Ben, là, à ce moment-là, quand on dit nutritif, on va dire, OK, ça coûte peut-être plus cher. Je suis peut-être mieux de dire que non, c'est pas trop cher parce que c'est un repas qui est nutritif, puis j'ai dit que c'est ça que je voulais manger. Alors, il y a toute une interaction entre l'ordre des réponses qu'il faut s'assurer de faire attention de ne pas introduire des biais à ce niveau-là. Au niveau de la longueur de l'entrevue, si l'entrevue est trop longue, à la fin, les répondants sont fatigués, tannés, ils veulent simplement se débarrasser des questions et donc les réponses risquent d'être beaucoup plus courtes, beaucoup moins réfléchies et simplement se limiter à la première chose qui leur vient en tête. Ensuite de ça, le contexte de l'entrevue est aussi très important. Parce que, par exemple, si vous êtes dans un endroit public où l'entrevue attire l'attention de d'autres passants et que les gens s'arrêtent pour voir ce qui se passe, votre répondant risque ou votre répondante risque de ne pas de se sentir observé, de ne pas se sentir libre de répondre vraiment ce qu'ils veulent ou elles veulent répondre. Une petite suggestion, une petite astuce pour vous qui est la technique des 5 pourquoi, qui est la technique peut-être la plus utile lorsque l'on fait des entrevues. C'est une technique qui permet d'approfondir une réponse en demandant 4 fois, parce que la première fois c'est la question, en demandant 4 fois pourquoi ou des façons de demander pourquoi. On ne dit pas nécessairement pourquoi, mais je vais vous donner un exemple ici. Donc, la question initiale, c'est pourquoi considérez-vous les repas nutritifs de votre employeur trop coûteux? La réponse peut être parce qu'ils goûtent pas bon, je gaspille mon argent sur ces repas. Ah, déjà là, ça donne une bonne réponse. Mais là, si vous pouvez creuser un peu plus, pourquoi goûtent-ils pas bon? Ben, la réponse, ils ne mettent pas assez de sel, puis c'est surtout fait de légumes et de légumineuses. Ah, ok, c'est pas bon parce que c'est fait de légumes et de légumineuses. Là, vous posez la question, pour quelle raison est-ce que les légumes et légumineuses ne goûtent-ils pas bon? Ben, c'est surtout parce que j'aime pas vraiment manger les légumes, légumineuses. On commence à avoir un peu plus d'informations ici. Vous n'aimez aucune légume et légumineuse? Ben, pour moi, c'est toute la bouffe de lapin. OK. Fait que là, vous voyez qu'il y a comme un biais sur le mot nutritif où le répondant associe nutritif à certains types d'aliments. Et finalement, est-ce que vous considérez des repas nutritifs comme contenant tous des légumes et légumineuses? Oui, pas mal. Alors, vous voyez que le mot nutritif dans votre première question avait une certaine connotation pour le répondant et que de dire que le repas est pas bon, c'est pas parce que le repas lui-même n'était pas bon, les ingrédients n'étaient pas bons, c'est une question de goût et de préjugés de la part du répondant. Alors, avec cette information supplémentaire-là, peut-être allez-vous décider de retirer le mot nutritif de votre question parce que vous voyez qu'il est interprété de façon probablement très différente à laquelle vous pensiez vous-même. Et donc, si vous aviez eu uniquement la première réponse, vous allez dire, ah, OK, parce que les gens pensent que des repas nutritifs, ça goûte pas bon, mais vous n'avez pas compris que c'était pour les répondants spécifiquement des légumes et des légumineuses et peut-être pas des viandes et autre chose. La règle d'or lorsqu'on fait des entrevues avec les gens qu'il ne faut jamais oublier, et c'est pour ça qu'on va vraiment souvent se baser sur l'observation par la suite, c'est que les gens ne disent pas ce qu'ils font réellement et ne font pas toujours ce qu'ils disent. Mais la vertu, là, c'est très important. Donc, il faut toujours, surtout pour certains types de questions, comme on dit, des questions avec des réponses plus vertueuses, comme on parlait de repas nutritifs. Mais oui, je ne peux pas dire que j'aime pas des repas nutritifs, c'est pas bien vu de dire ça. Ou de dire ça coûte trop cher, ben peut-être ça coûte trop cher, les gens vont percevoir, si je dis ça coûte trop cher, ils vont me penser que je suis pauvre, c'est pas l'image que je veux projeter. Alors, il faut toujours faire attention à ce contexte-là, où les gens peuvent parfois ne pas répondre les vraies réponses qu'ils pensent, simplement en raison de l'image, une image qu'ils ne veulent pas projeter. La collecte de données. Donc, lorsqu'on est pendant la collecte de données, pendant nos techniques, c'est très important d'avoir une personne pour poser des questions et une pour observer et noter, comme on l'a dit.
L'équipement de collecte de données, il faut toujours avoir une solution de rechange parce que déjà là, même votre guide, s'il est sur votre téléphone, s'il est sur une tablette, peu importe, et que l'équipement ne fonctionne pas bien ou simplement vous n'avez pas de signal de data à ce niveau-là, à l'endroit où vous êtes, où le signal coupe et que vous perdez votre signal, ça va vous faire perdre de votre temps. Aussi, vous assurer de bien comprendre les réponses. Parfois, on va poser une question, on obtient une réponse et juste par le ton de la réponse ou par le langage corporel, on s'aperçoit que c'est peut-être pas ce que nous, on pense que le répondant ou la répondante est en train de nous dire. Alors, c'est très important. On peut utiliser, entre autres, la technique des 5 pourquoi pour approfondir et s'assurer de très bien comprendre la réponse. À la limite, vous pouvez même répéter la réponse du ou de la répondante en vos mots pour vous assurer qu'elle est bien comprise. Ensuite, suivre des pistes qui sont en ligne avec l'objectif d'expérimentation. Parfois, on pose une question et la façon dont le répondant ou la répondante va répondre, on voit qu'il y a plus d'informations à aller chercher pour aller chercher de la donnée sur notre objectif d'expérimentation, même si ce n'est pas pour l'hypothèse elle-même. Donc, c'est pour ça qu'on va mettre notre objectif d'expérimentation dans notre planification pour s'assurer qu'on peut suivre ces pistes-là pour aller chercher plus d'informations qui nous seront utiles dans notre développement d'entreprise. L'observation. L'observation qui, comme je vous dis souvent, devrait être privilégiée pour certains types de situations ou de questions. Donc, on va observer des comportements, donc des réactions, des attitudes et des choix dans un environnement donné. Donc, pour l'observation, en plus, si on peut faire une entrevue par la suite après l'observation, ça va nous prendre notre guide d'entrevue, comme on a vu tout ça, mais si c'est seulement de l'observation, on va faire un guide plutôt d'observation. Et donc, on va toujours avoir nos objectifs d'expérimentation et notre hypothèse à valider dans notre guide. Et là, on va regarder les comportements spécifiques qu'on veut observer, qui vont peut-être être les métriques de notre hypothèse à valider, des réactions face à une certaine situation ou lorsqu'il y a une action qui est prise à la suite d'une certaine situation ou d'un certain environnement, des attitudes du répondant, donc son langage corporel, sa façon d'être, ses émotions qui vont survenir suite à une certaine situation. De même que, très important, de prendre des détails contextuels lors de la situation. Si la technique d'observation n'est pas faite dans un environnement que vous contrôlez, donc où vous mettez les répondants et que c'est un environnement qu'on dit sauvage ou naturel, il faut s'assurer s'il y a du contexte qui change pendant vos différentes entrevues, de les noter parce que le contexte pourrait avoir un impact sur les comportements et les observations que vous faites. Donc, il faut regarder est-ce qu'il s'agit d'un milieu normal ou naturel ou contrôlé. Dans le milieu contrôlé, c'est-à-dire que vous avez moins à vous préoccuper du contexte parce qu'il est contrôlé. Mais ce qui est important dans le contexte que vous allez avoir ou le milieu, c'est qu'il soit reproduisible. Donc, si ce n'est pas un milieu qui est contrôlé, que vous mettez que vous, excusez l'expression, stagé, que vous faites un scénario et que vous faites ça de façon naturelle dans, disons, dans le bureau de la personne qui répond ou dans son environnement de loisirs ou peu importe, il faut s'assurer qu'il ne s'agisse pas d'un milieu qui est extraordinaire. Donc, il faut être capable de reproduire un même type d'expérience par la suite. L'autre chose, la règle cardinale autant que possible, si on observe, il faut se rendre invisible comme observateur pour ne pas influencer les comportements. Alors, idéalement, la personne observée ne sait même pas que vous êtes là, ou si elle sait que vous êtes là, il faut que ça devienne un peu une habituation de façon à ce que la personne oublie un peu que vous êtes là. Des scénarios de mise en situation, qui sont en fait un sous-scénario de l'observation, où vous mettez les répondants en situation. Exemple, vous pouvez mettre en œuvre un scénario afin d'observer des réactions. Exemple, vous leur donnez un scénario distinct avec des outils et vous leur dites, voici le scénario dans lequel et voici la tâche que vous avez à faire et ensuite vous observez leurs réactions. Donc, il faut planifier cela, il faut planifier vos scénarios, le scénario que vous allez utiliser, les ressources nécessaires à ce scénario-là, où trouver des participants,
faire votre guide d'observation en plus et faire de la collecte de données. Donc, tout ça, un exemple de ça serait par exemple si vous avez à interviewer vos employés dans le cadre chez l'employeur et que vous voulez vous assurer que c'est fait de façon reproduisible. Donc, vous allez demander à l'employeur que cette journée-là, la cafétéria serve tel type de repas avec tel type de présentation faite d'une telle façon. Et vous allez vous mettre en mode d'observation pour voir avec ce genre de situation-là comment les gens réagissent-ils versus une situation où il n'y a pas de l'observation sans mise en situation, vous allez simplement vous présenter dans la cafétéria de chez l'employeur et regarder comment ils font en fonction de comment ça se passe cette journée-là. Donc, voici une liste de quelques ressources pour vous, des livres. Malheureusement, ils sont en anglais, mais la plupart sont traduits. Vous pouvez trouver la traduction. Ou This is Service Design Thinking, vous allez trouver une quantité de différentes techniques que vous pouvez utiliser et une explication très très claire et avec beaucoup de détails et d'exemples sur ces techniques-là. De Stop Asking Questions, qui est une excellente façon d'aller chercher de l'information qui vous dit comment aller chercher la meilleure information lorsque vous faites des entrevues. De Mom Test, que tout le monde devrait lire pour s'assurer de ne pas trouver les mauvais répondants. Et Unbound, si vous faites du test AB, le site Unbounce est un des meilleurs sites et a énormément de formations sur comment faire les tests AB et également comment interpréter les données. Que devez-vous retenir de cette capsule? Bon, la première technique à utiliser lorsque vous faites du démarrage, c'est l'entrevue exploratoire. L'objectif premier, c'est de découvrir toute information pertinente à la création de votre modèle d'affaires et non seulement de valider votre hypothèse dans vos premières entrevues, vos premières expériences. On veut découvrir, entre autres, ce qu'on ne savait pas lors de nos premières entrevues. Très important parce que ça va vous donner énormément de matériel pour des expériences futures et des hypothèses futures que peut-être vous n'êtes même pas rendu compte que vous faisiez. L'entrevue aussi peut être utilisée de pair avec d'autres techniques, comme on l'a vu, comme l'observation et la mise en situation. Et la cueillette de données primaires, ça a une longue courbe d'apprentissage parce qu'il y a énormément de techniques à maîtriser. Il y a beaucoup de savoir-faire dans la cueillette de données. Et donc, attendez-vous pas à être des experts lors de vos premières entrevues. Vous allez faire des erreurs. Les premières entrevues, vous allez voir que vos résultats vont être difficilement interprétables parfois. Il va falloir retourner et peut-être les refaire occasionnellement. Donc, il ne faut pas se décourager, c'est correct, mais plus on fait de ces entrevues ou de ces techniques-là, plus on devient bon ou bonne à le faire et plus on développe des façons de faire et des outils et des techniques pour tout faire ça et ça devient beaucoup plus facile par la suite. Donc, si vous désirez trouver plus de contenu du Cercle Lean Startup de Montréal, vous pouvez le faire via la plateforme PayHip. Si vous voulez suivre les activités, être invité à nos activités, vous pouvez vous joindre à notre communauté Meetup ou notre groupe LinkedIn. Vous pouvez voir toutes nos informations et activités passées sur nos comptes Twitter et Facebook. Et si vous désirez joindre la communauté des cercles Lean Circle International, vous pouvez le faire via la plateforme Slack au leancircle.slack.com ou en nous envoyant un courriel avec la demande au mtl.leanstartup@gmail.com. Également, vous pouvez utiliser ce courriel pour nous envoyer toutes questions. Nous, gros merci à nos commanditaires Startup Montréal et Ulex, sans qui cette capsule n'aurait pu vous être offerte gratuitement.